Vous écoutez Europe 1, il est 22h16, l'invité d'Europe News avec Emmanuel Faux. Ce soir, Emmanuel, vous recevez le scientifique Jean-Marc Jancovici. Il a participé au pacte écologique de la Fondation Nicolas Hulot. Il a créé la société Carbone 4 et il anime le projet Shift pour accélérer la transition énergétique. Et puis Jean-Marc Jancovici publie Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat chez Odile Jacob. Oui, notre invité est bardé de titres et de diplômes puisque vous êtes aussi ingénieur X de l'école polytechnique. Bonsoir Jean-Marc Jancovici. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. À 4 semaines, je le disais, de l'ouverture de la COP21 à Paris, à la fin du mois, et alors que, nous en parlions tout à l'heure dans le journal, le président de la République est en voyage en Chine, chez le premier pollueur de la planète, et qu'il a obtenu cet après-midi un accord de principe, un engagement de Pékin pour que justement à Paris soit signé un accord juridiquement contraignant. Je vous propose tout de suite d'entendre ce que disait tout à l'heure le chef de l'État, c'était il y a quelques heures à Pékin. Il était tout à fait décisif que je puisse venir ici, à Pékin, pour affirmer avec le président chinois notre volonté qu'il y ait un accord à Paris. Mais pas n'importe quel accord. Un accord ambitieux, un accord contraignant, un accord qui puisse être vérifié. Et c'est tout l'enjeu de cette conférence. L'échec est toujours possible. D'ailleurs, il a eu lieu l'échec à Copenhague en 2009. Mais le succès est aussi possible. Et il dépend de nous. Aujourd'hui, avec la déclaration que nous venons de publier, nous avons posé des conditions qui nous permettent d'entrevoir un succès. Voilà, François Hollande devant l'envoyé spécial d'Europe 1, David Doucan. Jean-Marc Jancovici, quel crédit on peut accorder à cet engagement des Chinois à aller vers un accord ambitieux lors de la COP21? Est-ce que vous y croyez vraiment? Je vais rebondir sur deux des choses qui sont contenues dans la déclaration du président. La première, il dit que Copenhague a été un échec. Il se trouve que c'est à Copenhague que l'objectif politique des 2 degrés a été mis sur la table pour la première fois. Alors il se trouve que c'était par l'adversaire politique du président du moment, mais enfin, Copenhague n'a pas du tout été un échec. Donc on répète 2 degrés d'émissions de gaz à effet de serre. Alors non, c'est 2 degrés d'augmentation de la température. Voilà, c'est un objectif qu'il n'y ait pas plus de 2 degrés d'écart de entre moyenne. la température moyenne en 2100 et la température moyenne il y a en gros un siècle. C'est ça l'idée. Et c'est directement proportionnel aux émissions de gaz à effet de serre qui auront lieu entre 1850 et 2100. Donc en gros, vous prenez les émissions, multipliez par le bon coefficient et vous obtenez l'augmentation de température en 2100. Et alors quand on dit déclaration juridiquement contraignante en décembre, ça veut dire quoi? Alors c'est la deuxième chose qu'il faut relever dans la déclaration du président, c'est qu'en matière de traité, parce que la Convention climat est un traité régi par les Nations Unies, le juridiquement contraignant n'existe pas. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas vos engagements d'émission, vous ne voyez pas débouler chez vous les chars et les avions et les gens qui vous envahissent et qui ferment autoritairement les usines. Ça n'existe pas. Il n'y a pas non plus de sanctions commerciales. Il n'y a rien. Donc en gros, ce qu'on appelle juridiquement contraignant, ça n'est pas du tout comme les Français qui nous écoutent l'entendent. S'ils ne payent pas leurs dettes, l'huissier déboule. D'ailleurs, ça, le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a dit en aparté aujourd'hui à Pékin qu'on ne va pas mettre les gens en prison s'ils ne respectent pas leurs engagements dans le livre climatiques. que vous avez cité tout à l'heure, j'ai fait une analyse de ce qui s'était passé dans les pays qui avaient ratifié Kyoto après la signature du protocole de Kyoto en 1997 et ceux qui ne l'avaient pas fait. Et l'enseignement, quand on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il n'y a pas de différence entre les deux. Donc en gros, le vrai déterminant de l'action n'est pas dans le fait qu'on ait ou pas signé un traité international. C'est très important ce que vous êtes en train de nous dire. Ça veut dire qu'à l'issue du sommet de décembre, à Paris, on ne pourra pas vraiment dire il y a un engagement formel dont les États ne pourront pas, auquel les États ne pourront pas se soustraire avec le texte qui vient d'être signé, quel qu'il soit. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a une blague d'un de mes amis qui s'appelle Brice Lalonde, qui dit si on en est à la COP21, c'est que ça ministre de l'Environnement. Voilà. C'est que ça fait 20 ans qu'on n'a pas trouvé la solution. Et ce n'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'on est face à un problème complexe qui fait appel à l'énergie, c'est-à-dire ce qui est à la racine du monde moderne. Il n'y a strictement aucune manière de régler le problème d'un claquement de doigts, où que ce soit. Donc le fait qu'on se réunisse pour discuter, c'est une excellente chose. Par contre, il n'y a pas une vie suspendue avant Paris et un problème résolu après Paris. C'est pas comme ça du tout qu'il faut voir le problème. Mais en plus, Jean-Marc Jancovici, quand je vous disais tout à l'heure, peut-on croire l'engagement de principe des Chinois? Ce serait valable pour les Indiens, pour les Américains, parce qu'on sait bien pour ces grandes puissances très polluantes et qui sont parmi les plus gros pollueurs de la planète, il y a des enjeux économiques d'ailleurs, tout ça, il y a des industries. Et c'est pas du jour au lendemain, on va mettre en berne telle ou telle industrie pour le plaisir de satisfaire un chiffre mis dans un accord.
On est bien d'accord. Alors, je vais donner un chiffre que je trouve toujours éclairant. Comme vous le savez, le parc nucléaire français, dont on aime beaucoup discuter dans ce pays, représente un peu plus de 60 gigawatts. C'est des milliards de watts. Le parc chinois de centrales à charbon, donc 60 pour le nucléaire en France. Le parc chinois de centrales à charbon, c'est 820 gigawatts. Et il faudrait que ces centrales à charbon disparaissent toutes, je dis bien toutes, dans les 30 ans qui viennent, si on veut avoir une chance de tenir l'objectif des 2 degrés. Ça, c'est de la physique de base qui nous permet de le dire. Pas une seconde, les Chinois ne vont le faire, juste pour les beaux yeux du reste de la planète. D'ailleurs, dans ce livre, dans votre livre, Jean-Marc Jancovici, vous avez un plaidoyer un peu étonnant pour le nucléaire, où vous dites qu'il serait bon qu'au pays de Descartes, on fasse un peu confiance aux scientifiques, aux hommes de science, et qu'on cesse d'avoir le nucléaire honteux. Oui. Quand vous lisez, je vais vous apprendre quelque chose. En ce moment, là, on est en train de parler de climat. Le climat a notamment un constat scientifique qui est produit par une instance onusienne qui s'appelle le GIEC. Vous avez entendu parler du GIEC. Le groupe des experts. Voilà, qui a été créé en 1988. Il se trouve que le nucléaire comporte également son groupe d'experts, également sous l'égide des Nations Unies, créé en 1955. Bon. Jamais on en entend parler dans les médias. Absolument jamais. Et ce n'est pas le fait des gens qui s'occupent du sujet, c'est le fait des médias qui décident de ne pas les inviter. Et la deuxième chose, c'est que quand vous lisez les rapports produits par ces gens-là, vous obtenez des conséquences qui sont 1000 fois moins dramatiques que ce que les antinucléaires veulent bien propager sur les ondes ou dans les journaux. Donc le constat, quand vous regardez d'un peu près les faits, c'est que ne pas faire de nucléaire fait courir beaucoup plus de risques que d'en faire. Vous savez, dans la vie, on ne fait que des choix. Vous n'avez jamais le monde merveilleux d'un côté et puis le monde abominable de l'autre. À un moment, vous avez le choix entre faire ou ne pas faire quelque chose. Eh bien, le grand paradoxe pour un certain nombre de gens qui nous écoutent, c'est que ne pas faire de nucléaire face aux enjeux qui sont posés par le changement climatique et le défaut d'approvisionnement dont l'Europe souffre déjà en combustibles fossiles, le danger de ne pas faire de nucléaire est considérablement supérieur au danger d'en faire. Pour en revenir à votre titre « Dormez tranquille jusqu'en 2100 », est-ce qu'il faut comprendre que, selon vous, l'objectif de ces fameux 2 degrés de réchauffement climatique moyen à ne pas dépasser d'ici 2100, c'est un objectif beaucoup trop lointain, beaucoup trop abstrait pour que les opinions se mobilisent et pour que les États soient vraiment vertueux? Alors, il y a un chapitre qui parle de ça aussi, qui dit d'abord le fait d'avoir mis 2100 en avant désincarne le problème. En 2100, vous serez mort, vos enfants seront morts, enfin moi en tout cas je serai mort, je l'espère, et mes enfants. Nous probablement aussi. Hein, voilà, et mes enfants très probablement. Donc ça désincarne l'objectif. 2100, vous vous en foutez. Enfin, je veux dire, ce qui compte, c'est votre fin de mois le mois prochain, savoir si vous allez garder votre job ou pas, ça compte, etc. 2100, il aurait fallu écrire 2050, 2040. Alors, ce qui est très difficile avec le changement climatique, c'est comme on est en train de vivre une expérience grandeur nature pour la première fois, faire des prédictions quantifiées, datées, précises, relève quasiment de la mission impossible. Donc on peut après coup, et il y a un certain nombre d'exemples dans ce livre, dire ça c'est déjà une conséquence du changement climatique, mais dire à l'avance, je vous préviens que le 3 septembre 2022, à très exactement 7h48, il va se passer tel truc, ça n'a aucun sens. Oui. C'est tout à fait impossible. Et comme on n'est pas capable comme ça d'illustrer des objectifs, des dangers possibles de court terme, du coup ça rend très difficile d'incarner le besoin de lutter contre ça. Et la deuxième chose, c'est que quand on parle de 2 degrés, ça fait peur à personne. Oui. Vous avez peur de 2 degrés, vous? Et sur un siècle en plus. Non, et sur un siècle. Donc ça fait peur à objectif personne. Lointain et pas vraiment chiffrable, voilà. Nous dites-vous d'un point de vue scientifique. Or, ce qu'il faut rappeler encore et encore sur les ondes, c'est que la différence de température moyenne qui nous sépare d'une ère glaciaire, c'est simplement 5 degrés. Donc 2 degrés, c'est absolument massif à l'échelle de la planète. Mais on ne s'en rend pas compte parce qu'avec nos sens, c'est juste la température à Paris aujourd'hui qu'on voit. Et celle-là, elle bouge de beaucoup plus de 2 degrés sans qu'il nous arrive quoi que ce soit. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici. Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie. C'est publié chez Odile Jacob. Et on fera comme ça tout au long du mois de novembre des éclairages et pour comprendre un petit peu les enjeux de cette COP21 et pour éviter justement aussi tous ces malentendus dont vous nous parlez. Merci d'être venu. Merci. Vous écoutez Europe 1 avec la chronique internationale.